Les aliments consommés par la mère pendant la grossesse jouent un rôle dans le développement cérébral de l'enfant. Vrai. Il est recommandé par l'OMS de privilégier l'allaitement artificiel. Faux. Un déficit en vitamine D chez le nouveau-né ou chez la mère pendant la grossesse augmenterait de 54% le risque de développer un trouble du spectre autistique. Vrai. Prendre de l'acide folique pendant la grossesse diminue de 36% le risque du trouble du spectre autistique. Vrai. Les sucres rapides et les produits ultra transformés augmentent de 22% le risque en plus de présenter des symptômes évoquant le TDAH. Vrai. Seul le choix des aliments est important pour le cerveau. Faux. Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, nouveau podcast où on va parler d'alimentation et de son effet sur le développement cognitif de l'enfant. C'est ça. Alors, première question, Laurie. Oui. À partir de quand faut-il faire attention à l'alimentation qu'on donne à nos enfants ? Il faudrait idéalement faire attention à l'introduction des aliments dès la grossesse, en fait. Donc, c'est-à-dire que dès la conception, la femme, quand elle sait qu'elle est enceinte, là, elle doit améliorer son alimentation, car quelques semaines après sa conception, le cerveau déjà de l'enfant est en train de se former. Et on sait à quel point les bases sont importantes pour cette structure. Donc il faudrait le faire de suite, dès sa conception. Ok, très bien. Et donc concrètement, que pourrait manger la mère pendant la grossesse ? Alors, bon, déjà, selon les recommandations officielles, on va éviter tout ce qui est consommation d'alcool, même tabac ou autre, toute autre substance nocive. Bon, ça, normalement, ça coule de source maintenant. Mais au niveau de l'alimentation, il faut vraiment avoir un panel assez élargi pour être sûr d'avoir les nutriments nécessaires. Alors ce qui conviendrait le mieux au jour d'aujourd'hui, ce qui est le relevé, c'est le régime de type méditerranéen. Donc c'est-à-dire varier vraiment au niveau des viandes, ça va être des viandes blanches, apporter des poissons qui sont suffisamment gras, Okay. voilà, comme les sardines ou le maquereau. Le saumon aussi c'est pas mal, bon attention parce que c'est des poissons quand même qui sont un petit peu chargés de métaux lourds. Donc au moins du poisson 2 fois par semaine. Manger des œufs aussi. Jouer avec les huiles pour avoir des oméga 3. Voilà, des céréales complètes, des légumes aussi, des fruits, des laitages. Voilà. Ok, en gros, c'est pas le moment pour faire un régime pour perdre du poids. Ah non, non. Ça, normalement, c'est déconseillé. De toute façon, alors c'est encore... Au niveau on va dire au niveau des professionnels, comme un médecin généraliste, ils vont pas trop aborder la question de la nutrition à cette période-là. Peut-être plus avec une sage-femme. Elle aura plus l'approche. Donc il ne faut pas hésiter à justement échanger à ce sujet et se rapprocher rapidement d'une sage-femme et de le faire accompagner pour être sûr que vous faites les choses dans l'ordre. Ok. Est-ce qu'il y aurait des compléments alimentaires qui sont indiqués ? Oui, alors au niveau des apports nutritionnels sur une alimentation de base, c'est intéressant, mais malheureusement c'est pas suffisant au jour d'aujourd'hui, surtout quand on sait que les nutriments ont vraiment un rôle important. Donc notamment il y en a 3 qui sont majeurs, qui sont les oméga 3, la vitamine B9 et la vitamine D. Ce sont 3 vitamines et nutriments qui vraiment ont un effet direct sur le cerveau. L'oméga 3, ça fait vraiment partie de ce qui va constituer les neurones. La vitamine D, ça va permettre aussi de synthétiser ce qu'il faut au niveau du cerveau. La vitamine B9 également. Donc généralement, c'est des compléments qui sont prescrits durant la grossesse. On voit même maintenant, l'ordre est donné à tout gynécologue par exemple, de donner de l'acide folique aux femmes enceintes. Acide folique, donc c'est la vitamine B9 justement qui a un rôle vraiment prépondérant pour la synthétisation des nouvelles neurones par exemple notamment. Donc voilà, on supplémente du coup la femme enceinte à ce moment-là pour
favoriser le développement neuronal de l'enfant in utero. Ok. Donc, dès la naissance, il y a allaitement. Oui. Concrètement, qu'est-ce que ça va être le mieux? Est-ce que c'est une alimentation au sein ou est-ce que c'est au biberon pour éviter, je sais pas, des carences ou que ce soit plus simple? Enfin, qu'est-ce qui est conseillé? Alors sur un plan nutritionnel, ce qui est d'ailleurs recommandé par l'OMS, c'est un allaitement au sein. Parce que le lait maternel comporte des avantages que le lait artificiel n'arrive pas encore à apporter. Donc même s'il manque encore des études sur le lait artificiel et ce qui va vraiment venir apporter à ce moment-là, le lait maternel reste indispensable pour le bon développement du cerveau. Parce qu'en plus, donc, c'est déjà un lait qui est riche, normalement, par l'alimentation de la mère, et qui en plus va faire passer, par exemple, des hormones, qui va faire passer des anticorps. Tout ça, on ne va pas le retrouver dans le lait artificiel pour le biberon. Et donc ces hormones, ces anticorps vont vraiment permettre de protéger l'organisme. Donc qui dit protection dit que finalement ça va mieux se développer. Voilà, ça joue vraiment un rôle indispensable. Et d'ailleurs, ce qui a été trouvé, c'est que des tests ont été faits sur des enfants de 7 ans pour chercher les avantages du lait maternel au sein, des avantages sur le long terme. Donc ils ont pris des enfants de 7 ans pour voir un petit peu au niveau du quotient intellectuel s'il y avait un impact sur l'intelligence. Et effectivement, ça impacterait de manière positive sur l'intelligence où les enfants ont de meilleures facilités, un meilleur score dans leur développement cognitif et sensoriel. Au niveau de la durée de l'allaitement, qu'est-ce qui est conseillé? Alors l'OMS préconise un allaitement de 6 mois. Mais c'est vrai que dans notre société, en règle générale, dès 4 mois, on commence l'introduction des aliments solides. Ça ne veut pas dire qu'on arrête directement l'allaitement. Mais après, chacun, parce que finalement, c'est pas que la mère qui donne le sein ou le biberon. Alors, le sein, c'est que la mère, mais c'est aussi l'enfant, le comportement de l'enfant. Le biberon, il y a d'autres personnes qui peuvent participer, comme le père, généralement. Donc c'est vrai que le sein ça va être plus être donné pas que dans un sens alimentaire, c'est aussi moment câlin, moment repos, on se retrouve, etc. Alors que un enfant qui n'est pas allaité au sein, ces moments-là, il va le faire sans le sein, c'est tout, mais il va quand même le faire. Voilà, donc c'est vrai que du coup ça peut prolonger la durée de l'allaitement, et ça, si c'est en accord avec les parents, si c'est en accord avec l'enfant, ça se prolonge jusqu'à ce que ça s'arrête de manière naturelle, si je puis dire. Voilà. Après, au niveau du biberon, là on n'est que sur de l'alimentaire. Normalement, il peut y avoir des dérives au niveau émotionnel, dans le sens où l'enfant chouine, pleure, et à ce moment-là on a l'habitude de donner le biberon avant de rassurer, quand c'est en dehors des repas, bien sûr, ou alors quand on commence à mettre des boissons sucrées dans les biberons, là ça fait prolonger aussi une sorte d'allaitement, mais qui commence à dériver finalement. Donc là, de cette manière-là, c'est bien d'en parler à son pédiatre, par exemple, pour savoir où on est situé, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on continue pas, avoir aussi des astuces, pourquoi pas, et ensuite de voir ce qui peut être fait. Ok. Au niveau de la transition alimentaire, oui. Pour l'alimentation solide, à quel âge ça doit se faire ça, idéalement? Entre 4 et 6 mois. Idéalement, ça se fait entre 4 et 6 mois. Après, ça dépend aussi de la méthode qu'on souhaite appliquer pour l'introduction des aliments auprès de son enfant. Parce que jusqu'à présent, c'était purée, tout ce qui est bouilli, écrasé, etc. Et maintenant, on voit des nouvelles pratiques telles que la DME, la diversification menée par l'enfant. Et même, on peut voir dans d'autres pays, dans d'autres cultures, ils ont des méthodes complètement différentes. Voilà. Donc il n'y a pas une méthode mieux qu'une autre, c'est celle qui va convenir à notre enfant et à nous-mêmes aussi, parce que si nous on est en accord avec ce qu'on donne, eh bien il y a un aspect émotionnel qui est quand même énorme dans cette participation-là. Voilà, donc l'enfant sent que c'est bon sur
on va dire, sur tous ses sens. Hein. Il sent que c'est bon, il peut y aller, donc ça lui donne confiance. Et voilà, donc choisir une méthode qui nous convient, on peut tout à fait tester, commencer par d'épurer tout ce qui est lisse et pourquoi pas essayer de temps en temps faire des bâtonnets de légumes très mous, très fondants quand l'enfant va commencer à avoir quelques dents, pourquoi pas. Mais ça c'est pareil, avoir aussi, se renseigner sur les méthodes, voir aussi avec les pédiatres, avec les spécialistes de l'enfance pour avoir un maximum d'informations et comme ça avoir un maximum de cartes en main pour savoir lesquelles jouer. Très bien. Et du coup, pour l'alimentation solide, plus en détail, est-ce qu'il y a des aliments à privilégier ou à éviter ? Alors oui, pour l'enfant, une fois l'introduction des aliments, il faudrait idéalement appliquer le même régime, entre guillemets, j'aime pas trop ce terme, mais la même méthode alimentaire que la femme enceinte, qui est sur un style de régime méditerranéen. Bon, pour l'instant, ça porte ce nom-là, régime méditerranéen, mais voilà, le principe c'est le même, c'est-à-dire vraiment varier sur des légumes verts, par exemple, pour avoir les vitamines B9. La vitamine B9, c'est tout ce qui va être dans justement les feuilles vertes, les épinards, les asperges, par exemple aussi. Donc, varier là-dedans, varier avec les céréales complètes, ça peut être du riz complet, du riz brun, voilà, tout ce qui est toute farine complète. En plus, du coup, ça permet justement d'introduire et de tester auprès de son enfant ses préférences, ce qu'il tolère aussi, voilà. Et ça permet de varier et de changer entre les pâtes et la purée aussi. Donc voilà, avoir un panel un petit peu plus diversifié. Garder des viandes blanches à peu près 3-4 fois par semaine. Garder des poissons gras, si possible aussi, 2-3 fois par semaine. Garder les œufs aussi. Pareil, c'est 3-4 fois par semaine aussi, d'essayer d'en mettre. Alors, je me permets de me faire une petite parenthèse aussi, parce que j'y pense. Par rapport aussi aux apports qu'un enfant a besoin, il faut se référer à son âge. D'accord ? Là, on parle de l'alimentation. Ça ne veut pas dire donner voilà, une entrecôte entière à son enfant. Voilà, il faut adapter les quantités selon l'âge de l'enfant. Mais voilà, pour revenir sur les aliments, donc c'est vraiment privilégier un panel, on va dire, d'aliments et jouer sur les huiles aussi qui sont riches en oméga 3. On voit même des mélanges maintenant qui sont faits pour les enfants, donc c'est intéressant. Tester, voir aussi si l'huile elle est bien assimilée, si elle convient, si l'enfant la digère bien, voilà. Donc comme ça, on a les oméga 3, on continue d'avoir les bonnes vitamines, et la vitamine D, alors ça on sait, c'est par le soleil, voilà, et quelques aliments en comportent aussi un petit peu, notamment le poisson. Alors d'ailleurs, en parlant poisson, ça me fait penser à l'iode, qui est aussi un nutriment qui est très essentiel pour le développement cérébral. Alors, on commence à faire attention à l'iode dans le sens où il y a plusieurs années de ça, on a vraiment introduit de l'iode dans le sel. Tout le sel est iodé, on voit beaucoup de sel iodé parce que justement, on voyait qu'il y avait certains retards mentaux parce qu'il manquait d'iode. L'iode, il est seulement apporté par le poisson. Donc si on ne mange pas de poisson, selon certaines régions de France, ou peut-être le centre de la France, d'ailleurs, ça me fait penser à une expression quand on dit crétin des Alpes, c'était dû à ça, finalement, à cette carence en iode qui crée ces retards mentaux dans des zones reculées comme ça où ils n'avaient pas accès à suffisamment d'iode, donc de poisson. Donc on a mis, ce qui a été mis en place, c'était ok, on va rajouter ce complément dans le sel. De toute façon, le sel en comporte naturellement, là c'était de complémenter. Ça se perd un peu, et pareil, en France, le français n'est pas un gros consommateur de poissons en règle générale, donc il reste encore certaines carences. En fait, il commence à y avoir, c'est les prémices d'une certaine carence en iode qui revient. Okay. Donc sûrement les choses vont être changées dans les années à venir pour rajouter ce nutriment, ce micronutriment même dès la grossesse, dès les femmes enceintes. Même faire attention aussi si on choisit un lait infantile, je reviens un petit peu sur le lait infantile, mais
quand on va choisir un lait infantile, déjà faire attention, on va prendre celui qui a le plus haut taux de DHEA, pour les oméga 3. Okay. Et c'est bien de regarder aussi un petit peu s'il contient justement de l'iode. Alors on évite de l'iode qui vient du poisson, de poisson gras, parce que déjà le poisson gras ça va être tout ce qui est saumon, maquereau, sardine. Mais c'est une pêche qui est quand même intensive, énergivore. C'est des poissons qui ramassent quand même, qui nettoient un peu les océans, hein, donc ça ramasse les métaux lourds, les microplastiques, donc bof quand même. Mais on a trouvé un remplacement qui est facile, c'est l'algue. L'algue, ok. Voilà. Et il commence à avoir certains laits infantiles enrichis en iode tirés d'algues marines. D'accord. Donc là-dessus, pas de souci. Ça peut paraître bizarre parce que c'est pas encore bien connu, cette information n'est pas encore répandue. C'est plus dans les pays asiatiques a priori, non ? Oui, ça. Alors, le lait infantile avec l'algue marine, peut-être. Ça, là-dessus, j'ai pas cette information. Mais ne serait-ce qu'en France, on commence à intégrer justement l'iode de l'algue marine dans le lait infantile aussi. Donc après, quand il y a l'introduction des aliments, là c'est plus dur de trouver, on va dire, des algues. On peut trouver des petits compléments. Des fois, on trouve du sel justement aromatisé avec des algues, des choses comme ça. Donc voilà. En attendant, si c'est pas le cas, il faut quand même arriver au moins 1 ou 2 fois par semaine à faire manger un petit bout de sardine, un petit bout de maquereau, voilà, un petit poisson gras à son enfant pour continuer d'avoir ce supplément qui est très intéressant. Alors une question que beaucoup de parents se posent, c'est comment faire manger des légumes à ses enfants ? Comment on fait ? Ah oui. Oui, parce que, alors, comme je disais tout à l'heure, la vitamine B9, c'est très important. Et c'est dans les légumes verts. Donc de peau, le vert, c'est ce qui attire le moins les enfants dans l'assiette. En général, ouais. Voilà. Donc là-dessus, on peut jouer sur plusieurs aspects, parce que quand on mange avec tout nos sens. Donc ça va être de jouer sur les modes de cuisson. Donc privilégier toujours la vapeur, hein. Ça normalement on commence à le savoir. Pour préserver les vitamines, on fait de la cuisson vapeur, on va éviter au maximum les grillades, surtout pour les enfants. Donc on essaye de faire de la vapeur et de présenter, alors au début on est sur des aspects lisses normalement dans les 3/4 du temps, on est sur des aspects purés, puis après ça vient en morceaux, et généralement c'est le passage. On pense que les enfants n'aiment pas les légumes, alors que c'est le passage de la texture qui gêne, bien souvent. Donc c'est de la purée, la purée il est mangé, et maintenant que c'est des légumes en morceaux, il ne mange plus les légumes. Mais par contre il a découvert les pâtes, ah oui, mais souvent les pâtes elles y étaient au début, avant c'est sûr quand il y avait des purées non, mais généralement après on fait, pour habituer aux morceaux, on va mettre des petites pâtes dans une purée par exemple, donc voilà, ça c'est toujours bien apprécié parce que ça reste une certaine peut-être habitude aussi. Et après, eh bien, c'est de faire participer l'enfant aussi à ce qu'on cuisine, et peut-être même avant, quand on va acheter justement les fruits, les légumes, tout ça, ou même pourquoi pas aller les cueillir, aller les ramasser s'il y a cette possibilité-là, et vraiment de faire participer l'enfant, de voir ce qu'il cuisine et de voir qu'après il va le manger. Donc c'est attiser sa curiosité, dire bah tiens la goutte, tu vois si tu aimes comme ça, ou alors est-ce que si je rajoute ça, on rajoute un tout petit peu de sel ou une épice, on peut tout à fait aussi rajouter quelques épices douces aux enfants. Est-ce que tu préfères... Bon là on est plus avec des enfants de 3-4 ans hein, dans cette période-là, mais vu que c'est la période où ils font leur choix, parce qu'ils commencent à savoir grossièrement ce qu'ils aiment ou ce qu'ils aiment pas en fait, et juste ils s'expriment, ils n'ont pas envie de manger de la courgette parce que ils préfèrent manger autre chose, c'est tout. Ça veut pas dire qu'ils aiment pas la courgette, donc ça aussi c'est peut-être changer aussi la manière de voir les choses pour pas donner une réponse à l'enfant en disant de toute façon il les aime pas. Du coup l'enfant va se dire ah ben non de toute façon j'aime pas donc j'en veux pas, enfin voilà le cercle vicieux de tout ça. Mais vraiment jouer sur les aspects, faire participer l'enfant, attiser sa curiosité, est-ce que là tu l'aimes comme ça avec un peu de sel ou un peu de persil, un peu de coriandre, un peu de... Enfin ouais, bref, jouer là-dessus.
pourquoi pas? C'est vraiment une expérimentation au début, hein, une découverte. C'est pas juste on mange. Il y a le côté rassurant aussi pour le parent de se dire oh, c'est bon, il a mangé, ça va, il va bien grandir, il va bien se développer. Oui, bon, normalement, un enfant de 3-4 ans, c'est bon, les bases sont faites. L'enfant mangera toujours à un moment donné. Donc voilà, et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et les bonnes choses reviendront tôt ou tard. Ah bah oui, c'est sûr. Une question également, donc toujours par rapport à cette alimentation, est-ce que seul l'aliment est le critère principal lié au développement de l'enfant ou est-ce qu'il y en a d'autres? Alors il y en a d'autres, c'est pas que le choix de l'aliment, c'est pas que ce qu'on va mettre dans l'assiette qui va permettre de bien se développer au niveau cognitif. Non, il y a aussi la manière de le préparer, de le cuisiner, de le présenter aussi, parce que tout ça va permettre une bonne absorption, parce que l'enfant va voir ce qu'il mange, ça va lui donner envie, il va voir ce qu'il mange, du coup il va sécréter suffisamment de sucre salivaire par exemple, de sucre gastrique, etc. Il va bien, il va prendre plaisir concrètement. Et du coup, augmenter les chances d'absorber un maximum de nutriments à un moment donné. Mais il y a aussi un autre aspect qui est très important aussi. C'est pas que le choix alimentaire, ça va être aussi la manière de le manger. C'est-à-dire que quand on va manger, quand on va passer à table, ça va être un moment convivial, familial. On oublie la télé, on essaye de faire ça un moment détente. Voilà, c'est pas que c'est bon, il a son petit poisson, sa petite viande, il a les légumes cuits à la perfection, mais il mange ça devant la télé sans avoir conscience de ce qu'il fait, puis tout seul, parce que de toute façon, pour X raisons, ouais, mais non, c'est dommage d'avoir fait tous ces efforts avant pour que après on rate le reste, quoi. Parce que la manière dont on va le manger, on vient ramener de la conscience dans ce qu'on fait. Donc l'enfant prend conscience ce qu'il mange. Il va bien mastiquer parce qu'il sait qu'il mange à ce moment-là. Il sait qu'il regarde pas quelque chose, ou il sait juste qu'il mange. Donc il va bien le mastiquer, et on sait maintenant que la mastication joue un rôle dans le développement cognitif. Parce que mastiquer va venir activer l'oxygénation des cellules, du coup oxygéner les neurones et faire en sorte qu'elles se développent correctement. Donc bien mastiquer, ça développe aussi le système nerveux. Ok. Au niveau, voilà. Donc ça a aussi son importance, le contexte. C'est un tout, quoi. C'est un tout. Ok. Bon, je crois que c'est une bonne conclusion pour ce podcast. Abonnez-vous si vous voulez soutenir la chaîne, nous montrer que nos podcasts vous plaisent. Oui, partagez. Et partagez, likez. Oui. Et donc, on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. D'ici là, portez-vous bien et on vous dit à la prochaine. À la prochaine.